Compromis au finish en Espagne, les 12 enclenchent le processus de l'union monétaire. Petit pas de Margaret Thatcher, la livre fera partie du serpent monétaire. Les bookmakers britanniques lancent en France les paris sur la grande boucle. La police met le holà, il y a monopole d'État. Dynamite dans un train à Shanghai, 24 personnes sont tuées. L'agence Chine Nouvelle ne précise pas s'il s'agit d'un attentat ou d'un accident. Le ghetto pour les malades cubains du sida, reportage exclusif dans ce journal sur ce qu'on appelle là-bas un sidatorium. Wimbledon, deuxième jour et 3 gouttes de pluie, Navratilova et Graf passent, McEnroe à la peine dans un 5e set. Madame, Monsieur, bonsoir. Pour les familles et les amis de 58 victimes de la catastrophe ferroviaire survenue le 27 juin à la gare de Lyon, il y avait aujourd'hui bien sûr beaucoup de recueillement pour une date anniversaire, c'était l'année dernière, mais aussi une volonté de dire que l'on a envie de savoir toutes les causes de l'accident, de ces 2 trains de banlieue qui se télescopent à 19h10 l'an dernier au 3e sous-sol de la gare souterraine de Paris-Lyon. À 19h tout à l'heure a débuté un office religieux œcuménique sur le quai même du drame. Auparavant, il y avait eu une conférence de presse des parents des victimes. Pascal Deschamps, Roger Motte. C'était tout cela. À l'heure exacte, sur ce même quai, il y a tout juste un an, un train fou venait embroyer un autre. Ils y ont laissé un enfant, un mari, un père ou un ami, et ils ne veulent pas qu'on oublie. Pour se souvenir, une courte cérémonie œcuménique, où tous, catholiques, juifs, musulmans, protestants ou athées, étaient solidaires dans la même douleur. Incroyants, croyants de différentes confessions, nous sommes venus nous recueillir. Nous sommes venus dire aussi que ce soir, notre force dans la souffrance est d'être ensemble. L'association, le fait de les avoir retrouvés aujourd'hui m'a donné la force de pouvoir redescendre pour la première fois depuis l'accident sur le quai. Sans eux, ça n'aurait jamais été possible. Voilà. Mais au-delà de cette tragique célébration, il y a les questions que les familles des victimes continuent de se poser aujourd'hui. Certes, la SNCF a reconnu son entière responsabilité. Elle a dégagé plus de 4 milliards pour améliorer la sécurité. Certes, 20 millions de francs d'indemnisation ont déjà été versés. Mais pour les familles, là n'est pas l'essentiel. Moi, si je suis là, c'est clair. Je suis là parce que je ne veux pas que mon mari soit mort pour rien. Je ne veux pas que ça recommence, vous comprenez? Et je suis persuadée que si on ne fait pas quelque chose, il y aura encore une mère et des enfants qui attendront toute une nuit au téléphone, qui attendront le lendemain matin qu'on leur annonce la vérité. Et ça ne peut pas être comparé avec des termes d'indemnité, vous me comprenez? Les familles regrettent aujourd'hui de ne pas être informées des conclusions de l'enquête judiciaire qui seules leur permettraient de savoir exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Ça se fera, mais ça se fera moins vite que certains, comme la France ou l'Allemagne, l'auraient voulu. À Madrid, les 11 ont réussi à arracher quelques concessions à Margaret Thatcher et à enclencher, avec elle, puisqu'il y a compromis, le processus d'union économique et monétaire. On verra d'ailleurs bientôt, d'ici à 1992, la livre britannique dans le SME, le serpent monétaire européen. Compte rendu d'un résultat au finish avec l'un de nos envoyés spéciaux, Philippe Sassier. Il faut beaucoup de temps et de patience pour parvenir à servir le RRS avec cette précision traditionnelle. À Madrid, ce geste dont l'apprentissage est difficile symbolisait parfaitement la construction européenne. En effet, ne s'agit-il pas de faire sortir l'écu des boîtes de collection pour en faire une monnaie commune? Ne s'agit-il pas pour les États européens d'abandonner un peu de ce droit souverain de battre monnaie et d'accepter la création d'une banque centrale européenne et une harmonisation des politiques économiques nationales qui interdira, par exemple, à un pays européen de pratiquer le déficit budgétaire ou la politique des taux d'intérêt qu'il voudrait sans tenir compte de ses voisins? En commençant la journée, ce matin, par leur traditionnel petit déjeuner, le président français et le chancelier allemand savent que pour avancer, il faut trouver un compromis qui ménage les susceptibilités et permette de franchir un nouveau pas.
Maggie Thatcher, qui refuse toujours l'abandon de la souveraineté économique et monétaire britannique, était l'opposant numéro 1 à ce plan. Elle n'a jamais caché que l'Europe politique, monétaire, sociale n'était pas sa tasse de thé. À Madrid, elle a mis contrainte et forcé un peu d'eau dans ce thé. Elle a accepté ce compromis préparé par Felipe González, le Premier ministre espagnol, compromis présenté ce matin, puis corrigé et adopté à l'heure du déjeuner et qu'on peut résumer en 3 points. L'union économique et monétaire est liée à la réalisation du grand marché. La première étape de cette union commencera le 1er juillet 1990. Une conférence intergouvernementale sera convoquée pour étudier les autres étapes et la révision du traité de Rome. La France, qui va demander la tenue de cette réunion pour le 2e semestre de l'an prochain, a dû elle aussi faire des concessions et par exemple accepter un certain flou dans le communiqué final comme l'absence de date. Il lui faut maintenant battre le fer tant qu'il est chaud, car si Maggie Thatcher n'est pas parvenue à stopper l'avance de l'union monétaire à Madrid, elle n'a pas perdu l'espoir de la ralentir. C'est donc pour certains un succès mitigé, mais c'est un sommet réussi, a dit tout à l'heure le président Mitterrand, et l'Europe continue à avancer, a conclu Jacques Delors. Pour François Mitterrand, donc, le sommet de Madrid est un sommet réussi, même si ce matin, on échangeait entre les deux délégations, françaises et britanniques, quelques amabilités. Pour François Mitterrand, Madame Thatcher a constitué un frein à la construction européenne. Pas du tout, répondait-on chez les Anglais, elle en a été un accélérateur. Alors, M. Mitterrand est-il fâché de la poigne de Madame Thatcher? Réponse tout à l'heure au cours de sa conférence de presse. Je ne suis pas du tout en colère. Pourquoi vous avez perçu l'irritation? Ah, c'est merveilleux ça. Ah, c'est merveilleux ça. Papa est le moins du monde, et pourquoi serais-je irrité d'une opposition qui n'a pas prévalu? Peut-être que la démarche de Mme Thatcher... Mais pas du tout, moi je suis habitué. Mais pas du tout, moi je la trouve très sympathique. Notez encore que le Premier ministre britannique estimait de son côté n'avoir cédé en rien et que les 12 se sont mis plus facilement d'accord pour un embargo total sur les ventes d'armes à la Chine. L'Europe peut être monétaire, elle peut être aussi histoire de gros sous. Par exemple, quand les bookmakers britanniques font imprimer par une société française des bordereaux. But du jeu, parier sur les vainqueurs du prochain Tour de France. Seulement voilà, la Direction nationale des jeux intervient pour faire saisir les coupons, car il y a infraction au monopole d'État français sur les jeux, établi par la loi de 1936. Anne Gainsburger. 5 millions de bordereaux comme celui-ci ont été distribués dans toute la France. Vous trouviez ainsi dans vos boîtes aux lettres ces tickets de jeu imprimés à Évry, Lyon ou Villejuif. Ici, la police a saisi plus d'1 million de ces vignettes. Il suffisait de cocher les noms de vos 3 favoris du tour, chacun des coureurs ayant une cote. Gain potentiel de ces paris, plusieurs milliers de francs. Un business soigneusement rodé entre la Grande-Bretagne et la France. Un démarcheur y tentait sa chance auprès des fédérations de rugby ou de cyclisme. Un homme clé travaillant pour le compte de bookmakers britanniques. J'ai reçu il y a quelques mois un Français me disant qu'il habitait Londres, qu'il organisait des paris sur les sports en général, donc il était ce qu'on appelle là-bas un bookmaker, et m'avait proposé de faire des paris sur le Tour de France, ce que j'avais refusé, étant donné que ce n'était pas un petit peu notre manière de voir les choses en matière sportive, et puis que ça n'avait pas l'air très sérieux au départ. Pas sérieux et surtout pas légal. Personne en effet ne peut utiliser le nom de Tour de France sans l'accord de la société. Illégal encore, puisqu'en France, les loteries de toute espèce sont prohibées. En France, mais pas en Angleterre, répliquent les parieurs britanniques. Le problème, c'est qu'on ne peut pas accepter les paris en France. Mais c'est tout à fait légal pour les Français d'envoyer le pari sur le tour et d'envoyer la mise avec dans notre bureau à Londres. On a à peu près 100 000 clients partout dans le monde, mais surtout en Europe, qui parient toutes les semaines sur tous les événements sportifs. Une affaire qui, à l'aube du grand marché, augure mal de l'harmonisation des différents droits européens. Pour l'heure, seules les petites entreprises font preuve d'agressivité, mais en 92, il n'y aura plus de frontières. Les grosses sociétés européennes de jeux risquent alors de s'en donner à cœur joie pour séduire les parieurs. Politique, Pierre Mauroy, député maire de Lille et premier secrétaire du PS, a été élu comme prévu président de la communauté urbaine de Lille. Il succède au socialiste Arthur Notebaert en délicatesse avec son parti.
Création d'un intergroupe de l'opposition à l'Assemblée nationale. L'instance collégiale RPR, UDF, UDC se réunira le mardi. Pour M. Gaudin, cet intergroupe où l'on votera par tête va dans le sens de ce que souhaitent les rénovateurs. Mais ajoute le représentant de l'UDF, c'est encore nous qui décidons. Le Premier ministre était aujourd'hui en visite à Bordeaux sur le thème « La modernisation du service public ». Michel Rocard, en visite dans un tribunal de grande instance, particulièrement moderne et informatisé, a reçu pourtant une lettre des magistrats bordelais qui demandent au gouvernement d'engager immédiatement une réforme du statut de la magistrature, considérée, je cite, comme archaïque. À Bordeaux pour Antenne 2, Jean-Michel Mercurol. Michel Rocard, qui visite un tribunal en pleine grogne des magistrats après le non-lieu de l'affaire Luchaire et le projet d'amnistie en matière de financement politique, voilà qui était prometteur d'information. Mais c'était sans compter avec la volonté farouche d'un Premier ministre venu avant tout sur le terrain pour constater les progrès de modernisation et d'humanisation des services publics qui, selon lui, étaient la seule nouvelle intéressante de la journée pour la vie quotidienne des Français. Donc rien d'autre à tirer de lui, ni sur la loi d'amnistie, ni sur le financement des partis. J'ai décidé aujourd'hui que le bruit sonore fait par notre rencontre ne concernerait que la modernisation du secteur public. Par conséquent, je ne vous répondrai pas plus, mais croyez-moi, je répondrai fermement dès que l'occasion m'en sera donnée. C'est que Michel Rocard se considère beaucoup comme un chef d'entreprise fort des 6 millions des salariés de l'État auxquels il demande d'améliorer leur efficacité et leur accueil, bref, de se mettre vraiment au service du public. Tâche terrifiante, concède-t-il, mais qui a progressé à travers les exemples qu'il a vus aujourd'hui, qu'il s'agisse d'accueil des justiciables, de délivrance des cartes grises ou de gestion éducative. Accusé par le PS de trop faire de gestion et pas assez d'idéologie, Michel Rocard a répondu aujourd'hui à sa manière qu'il préfère changer en profondeur la société française plutôt que de se laisser aller aux aléas des réactions politiciennes. Le SMIC demain au Conseil des ministres, son augmentation devrait être de 1,9%, le portant à plus de 5 000 francs par mois. Ce réajustement est en deçà de ce que demandent les syndicats. Vous retrouverez vos quotidiens nationaux demain dans les kiosques, 2 exceptions, Libération et la Tribune de l'Expansion. Ces 2 journaux continuent d'être frappés par la grève du syndicat du livre. Jusqu'ici imprimés grâce aux rotatives du syndicat du livre, installé à Paris, ces 2 quotidiens ont décidé de changer d'imprimeur. Le Canard enchaîné qui paraît demain affirme que le PDG de la société Luchaire, M. De Wavrin, a reconnu implicitement devant le juge d'instruction que sa société avait continué à vendre des obus à l'Iran après 1986 sous le gouvernement de Jacques Chirac. C'est dans le Canard enchaîné. La Chine consacre sa normalisation. Les autorités annoncent 15 nouvelles arrestations de contre-révolutionnaires et l'Assemblée nationale populaire doit se réunir pour entériner la purge qui frappe les rénovateurs du parti. Par ailleurs, une explosion dans un train près de Shanghai a fait 24 morts. L'agence Chine Nouvelle ne donne pas de version officielle. Les 2 hypothèses de l'attentat ou de l'accident sont posées. Bruno Ledreff. L'explosion a eu lieu alors que le train s'approchait de Shanghai, sa destination finale. D'après les informations fournies par le commentateur chinois, la déflagration due à de la dynamite s'est produite dans les toilettes d'un wagon de 3e classe. Accident ou attentat, pour l'instant, aucune explication n'est officiellement donnée. Pour étayer la première hypothèse, on doit cependant remarquer que de tels accidents ont déjà eu lieu dans le passé. Les paysans chinois utilisent régulièrement de l'explosif pour déboiser, ouvrir des tranchées dans leurs champs ou encore pêcher. Malgré les interdictions et les contrôles renforcés depuis le début du mois, il n'est pas rare qu'ils voyagent avec des bâtons de dynamite. La télévision chinoise a cependant largement insisté sur l'explosion. Elle a montré l'adjoint au maire de Shanghai se rendant au chevet des blessés et organisant les secours. Et aujourd'hui, pour la première fois, on évoque en Chine la possibilité d'un attentat. Après l'écrasement du mouvement étudiant de Pékin et les récentes condamnations à mort, il ne fait pas de doute qu'ici, certains opposants désespérés connaissent la tentation terroriste. En droit, la minorité est souvent une protection supplémentaire pour les adolescents ou les enfants. Aux États-Unis, ce principe est aujourd'hui remis en cause puisque les juges de la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire aux États-Unis, estiment que la peine capitale est applicable à des criminels mineurs au moment des faits. Antenne de New York, Paul Naon. Kevin Stanford, il avait 16 ans quand il a commis son crime. Il attend dans une prison du Kentucky d'être exécuté. Son appel a été rejeté hier. Hills Wilkins, 16 ans lui aussi, reconnu coupable dans le Missouri de 3 meurtres, il est passible
de la chaise électrique. John Penry, dans un pénitencier du Texas, retardé mental notoire, il mourra par injection de poison. En 1980, un jury l'a condamné pour viol et meurtre. Ainsi en a décidé la Cour suprême des États-Unis. Désormais, la peine capitale pourra être appliquée aux jeunes de 16 ans et aux handicapés mentaux. Une décision dont se félicitent les tenants de la loi et l'ordre, mais qui soulève de très vives protestations. Je pense que là, on a fermé une voie de réforme très importante, et en même temps que nous sommes en train de diminuer ou d'éliminer, en certains cas, certains des droits nouveaux qui ont été créés au cours des dernières 20 ans. On voit ça dans l'ensemble des décisions. Il y a une diminution des droits des citoyens privés et une augmentation, en bien de cas, des pouvoirs coercitifs de l'État, que ce soit l'État, les divers États ou l'État fédéral. Dans les prisons américaines, 2200 condamnés attendent d'être exécutés. Parmi eux, 25 ont entre 16 et 17 ans. S'il est vrai que l'opinion publique demande le rétablissement de la peine de mort dans les États où elle a été abolie, aucune étude ne prouve que le châtiment suprême a fait baisser la criminalité. Au contraire, cette criminalité est en augmentation constante. Elle est la conséquence de deux phénomènes très précis: les armes qui sont en vente libre et l'utilisation massive du crack, un dérivé très puissant de la cocaïne. L'Amérique attend dans quelques jours une autre décision très importante de la Cour suprême, cette fois sur l'avortement. Aux États-Unis, l'avortement est légal depuis maintenant 16 ans. Mais la Cour suprême risque fort de changer cette loi, c'est-à-dire qu'elle pourrait laisser les différents États qui composent la nation américaine libres de penser et de statuer si avorter est un crime. À Cuba, les héros sont déchus. Le général de division Ochoa, accusé de trafic de drogue, sera jugé pour haute trahison. Ochoa avait commandé le corps expéditionnaire cubain en Angola. Il était proche du pouvoir, mais aussi accusé depuis des années de malversation par les États-Unis. Il y a dans ce procès à grand spectacle de la Havane beaucoup de moralisme révolutionnaire, mais aussi beaucoup de rivalité politique. Michel Monpontet. Le général Ochoa a décidément, pour un Cubain, bien d'état. Il est adoré par son peuple, mais fait de l'ombre à Raúl Castro, le numéro 2 de l'État. Il est partisan de la perestroïka et fait peur à Fidel, le numéro 1. Il est de plus un trafiquant de drogue et accessoirement d'ivoire et de diamants. Il est donc aujourd'hui accusé de haute trahison, pour ses trafics variés seulement, bien sûr, avec, dans le rôle du procureur implacable, Raúl Castro. Raúl Castro qui l'accuse férocement et réclame sa mort. Raúl Castro qui reste le seul dauphin de son frère aîné. C'est la première fois en 30 ans que Cuba reconnaît une accusation américaine dirigée contre son armée. Washington dénonçait en effet depuis longtemps la Havane comme une des plaques tournantes du trafic international. Mais si Ochoa est le plus important des personnages cubains accusés, il n'est pas le seul dans le box. D'autres officiers vont suivre. Ils ont tous deux étonnants points communs, leur immodéré goût du trafic de la drogue et celui aussi de la perestroïka, deux sujets de cauchemar pour le leader Maximo. Hasard de l'actualité, nous vous proposons ce soir un reportage exclusif tourné à Cuba par Marie-Dominique Robin et Gonzalo Harrison de VI Presse. Sujet: le sida dans une région, les Caraïbes, particulièrement touchée par la maladie. Le régime castriste choisit pour les sidéens le ghetto et l'enfermement. Cuba a ouvert le premier sidatorium, c'est la terminologie locale, à 40 km de la Havane. Reportage. Ces militaires reviennent d'Angola. Ils font partie des 300 000 Cubains envoyés en Afrique depuis 15 ans. À peine arrivés, test anti-sida. À Cuba, personne n'y échappe, le dépistage est systématique. Chaque séropositif détecté est amené dans un sidatorium ouvert en 86. C'est ici, à 40 km de la Havane, que sont isolés tous les séropositifs de l'île. Actuellement, ils sont 300, dont 60 qui ont développé la maladie. Ils sont suivis par 270 agents de la santé. Les pensionnaires vivent dans des appartements très confortables pour la moyenne cubaine. Ils n'ont droit de sortir que le dimanche, mais accompagnés d'un infirmier. Ils peuvent recevoir de la visite 2 fois par semaine. Au début, ce n'est pas évident. L'adaptation n'est pas facile.
Surtout qu'au début, on avait très peur de la maladie. Après, on s'y fait. Ils font tout pour nous redonner confiance. Et grâce à l'assistante médicale, au moins, ils nous aident à prolonger la vie. On se connaît tous car la majorité des gens sont ici depuis presque 3 ans. J'ai été d'accord pour venir ici, mais C'est dur ici? c'est dur d'être enfermé sans ma famille. J'ai une fille de 7 ans. Elle vient vous voir? Non, elle va à l'école. Vous continuez d'être payé comme avant? Oui, oui. Lorsque les malades sont en phase avancée, ils sont soignés dans un hôpital spécialisé de la Havane. Puis ils reviennent au sédatorium, comme cette petite fille de 3 ans, déjà traitée plusieurs fois à l'AZT. On se sent bien ici, à cause de notre fille, car l'assistance médicale est excellente. Ils font absolument tout pour elle. Votre mari sait-il où il a contracté le virus? Oui, en Angola. Tout est fait pour les occuper, mais tant qu'un traitement n'est pas trouvé, c'est la réclusion à vie. Moi, j'attends le vaccin. On verra bien ce que le destin me réserve. L'enfermement n'est pas la solution. Il m'arrive de désirer la mort, car ce que je veux, c'est sortir d'ici, même si c'est pour aller au cimetière. L'essentiel, c'est de sortir d'ici, sortir de cette prison, vous comprenez? J'ai perdu le goût de la vie, car ils ont brisé ma vie. On essaye de rendre la vie des malades la meilleure possible. A-t-on réussi totalement? Non, sûrement pas. Le système est-il parfait? Non, le système n'est pas encore parfait. Si on habitait l'Afrique, on aurait beaucoup de chances de mourir, ne serait-ce que d'une diarrhée. Si on habitait aux États-Unis, on devrait dépenser une somme folle pour bien se faire soigner. On parle de 140 000 $ annuels. Nous, on n'est pas milliardaires. Ici, on nous donne tout. C'est une bonne raison pour avoir de l'espoir. Au moment où à Montréal, le Congrès mondial sur le sida vient de condamner l'exclusion des sidéens, Cuba défend une autre politique, celle de l'isolement. Car ici, on a décidé que la santé de la majorité devait passer avant la liberté de quelques-uns. La suite de l'actualité à l'étranger avec aux États-Unis le nécessaire respect dû au drapeau. Éric Perrin. Brûler le drapeau, c'est aller trop loin. C'est en ces termes que George Bush a expliqué qu'il allait proposer un amendement à la Constitution américaine prévoyant l'interdiction de la profanation du drapeau. Cette réaction fait suite à la décision controversée de la Cour suprême qui autorisait la semaine dernière la profanation de la bannière étoilée au nom de la liberté d'expression. Selon un sondage, 70% des Américains seraient favorables à un tel amendement. Le sous-marin soviétique accidenté hier en mer de Norvège transporte, selon Greenpeace, 6 armes nucléaires. Cette information n'a été ni confirmée ni infirmée par l'URSS. Le commandant en chef de la marine soviétique a démenti par ailleurs qu'il y ait eu un incendie à bord. La fumée aperçue serait celle des moteurs diesel auxiliaires. Le sous-marin est actuellement remorqué vers sa base. Ouverture en Argentine du procès de Carlos Monzon. L'ex-champion du monde de boxe est accusé d'avoir étranglé puis jeté par la fenêtre sa compagne. Celui que les Argentins surnomment El Macho risque la prison à perpétuité. Le procès devrait durer près d'1 mois. Un adolescent âgé de 13 ans a été découvert tué d'une balle dans la tête dans une petite ville de l'Isère, près de son domicile. L'arme du crime serait un fusil de chasse. D'importantes forces de gendarmerie quadrillent actuellement le secteur. On ne connaît pas pour l'instant les circonstances exactes de la mort du jeune garçon. 18 personnes interpellées à Marseille. Elles sont soupçonnées d'avoir participé à l'attaque d'un fourgon blindé de la Brinks. Le 1er février dernier, ce hold-up avait rapporté 21 millions de francs. Dans quelques jours, les vacances et une saison touristique d'été qui s'annonce, pour les professionnels en tout cas, excellente, notamment pour ceux des côtes méditerranéennes et atlantiques. Ils ont fait
le plein de réservations. Comme l'année dernière, le pavillon bleu, label de qualité, flottera sur quelques plages françaises. Elles sont 125 à présenter les caractères de propreté, de qualité des eaux et d'équipement nécessaires. Prototype, le Lavandou, reportage de Claude Crespo et Aimé Mayol. Le Lavandou, c'est 4 km 400 de sable fin partagé en 8 plages. 4600 lavandourins en basse saison, entre 100 et 150 000 estivants, juillet et août. Chaque jour débute à 5 heures par ce balai de véhicules. Ces gros équipements, en y joignant les camions qui vont transporter les détritus dans les décharges, coûtent 1 800 000 francs par an, plus 30 000 francs de carburant. Quant au personnel, saisonnier ou à l'année, la commune dépense 340 000 francs pour leur salaire. Je vous passe les frais d'analyse d'eau de mer, entre autres, la surveillance de la plage par les secouristes, l'hébergement de ces derniers et les balises. Un banal flotteur comme celui-ci vaut entre 500 et 1000 francs, et ici il y en a près de 120. Mais le résultat est là, à quelques mètres du bord, des eaux limpides. Cependant, cette clarté est aussi due à une idée de la commune, la réutilisation des eaux usées, retraitées chimiquement. Ces eaux pourraient être réinjectées dans les nappes phréatiques. Ce sont des expériences qui ont été mises en place aux frais de la commune en ce qui concerne le Lavandou depuis 4 ans. Et j'espère que là, nous allons pouvoir démontrer que nous pouvons, après un traitement tertiaire, réutiliser ces eaux de station. Seule rentrée dans les caisses du Lavandou, les loyers des 27 plages privées. Ils rapportent plus de 350 000 francs. Additionnez et faites la soustraction. Pour que le sable qui fuit entre les doigts de cette naïade soit propre, cela coûte 1 million de francs par kilomètre. Ceux qui n'y verraient qu'une principauté d'opérette auraient tort. Monaco est un État de 195 hectares où vivent et travaillent, loin des couvertures de magazines, près de 30 000 habitants, dont 4 500 de nationalité monégasque. Pas de force armée, pas de dette extérieure, un produit national brut tenu secret. Voilà quelques caractéristiques pour un micro-État qui fête ses 40 ans. Images et point de vue, Hervé Brusini. La principauté de Monaco ou le royaume des images. Là-bas, tout commence bien sûr par un mariage. Les yeux bleus d'Hollywood se posent pour la vie sur le prince Régnier ce jour de 1956. Régnier Grimaldi, lui le descendant d'une famille génoise qui pratiquait en son temps le métier de corsaire, devint Régnier III en 1949. Un trône, des prélats, image d'une monarchie assurément heureuse, où naissent Caroline, Albert et Stéphanie. Années 60, réalités économiques. Cette fois, il faut moderniser, attirer l'investissement. Ce territoire à peine plus grand que l'État du Vatican enlève à la mer 35 hectares. Terre-plein, tunnels, gratte-ciel, le prince se fait bâtisseur, promoteur, il n'a Dieu que pour la modernité. Elle paraît bien sépia, la photo du vieux Monaco. Image encore d'un micro-pays où tout est simple, facile et luxueux, sans impôts ni droit de succession. Casinos, grands hôtels, on y conjugue Rolls avec yacht. Réalités immobilières avec sociétés panaméennes, libériennes et proche-orientales. Prix de vente du mètre carré, minimum 60 000 francs. Alors tout change, désormais on la surnomme Steph de Monac. Et la voilà qui présente sa collection après son dernier disque. Caroline, elle, a de superbes enfants. Quant à Albert, il donne à la famille des sueurs froides avec ses compétitions de bobsleigh. Aujourd'hui, le souverain fête son 40e anniversaire de règne. Peut-être a-t-il décidé de tourner la page, mais image ou réalité, ce sourire-là, jamais, on le sait, il ne l'oubliera. Les grandes cérémonies demain à Monaco. À Wimbledon, avec un retard dû à la pluie aujourd'hui, chez les dames se sont qualifiées sans difficulté Graf et Navratilova. Chez les messieurs, McEnroe, à la peine, a finalement gagné. Jean Mamère. John McEnroe a mis 2-7 à retrouver son service, son tennis aussi. Seul le 5e set a atteint les sommets. Pour ce match entre deux volleyeurs de grand niveau, Cahill, numéro 25 mondial, mérite mieux à la vue de cette rencontre. Des coups assez extraordinaires et des retournements de situation comme seul McEnroe s'est en opéré. Cahill, l'Australien, a poussé McEnroe jusque dans ses plus profonds retranchements. Une volée profonde, des points purs, si purs que McEnroe n'a pu s'empêcher de faire sa classique colère.
Match intense dont il fallut attendre plus de 3 heures le dénouement. John McEnroe a souffert, 13 doubles fautes, un jeu irrégulier. L'ancien vainqueur de Wimbledon devra être plus constant s'il veut éviter à la suite une mauvaise surprise. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec la météo mitigée de Sophie Davant. 23h55, aux alentours de 23h55, le journal d'Henri Sagnier. Demain matin, les 4 vérités à 7h45. Gérard Morin reçoit Serge July, le directeur de Libération, à propos de la grève du syndicat du livre. À demain, 20h. Excellente soirée à tous.